Alors, amis téléspectateurs, ne soyez pas surpris. Ne réglez pas votre téléviseur, j'ai un petit peu pris dans la gueule. Donc c'est pas votre télé, c'est moi. Ça va? Ça va, je suis fatigué, ouais. Et déjà, je tiens juste à te dire un truc, c'est que je t'aime. Merci, c'est gentil. Mais vraiment. Bah, c'est cool de me dire ça le matin. Inconditionnel pour toi et pour ton t'es travail. gentil. Ouais. Et je suis C'est très agréable d'être interviewé. Ouais, voilà. Dans des conditions pareilles. Imagine-toi que tu m'as dit je te déteste, sale con. Non, non, non. Bon, Tu dois pas t'en souvenir, mais la dernière fois que je t'ai croisé, c'était un c'est soir... dans une boîte, non? Ouais, exactement. On a parlé de Jackie et Michel. Non? Non, non. Enfin, c'était dans une boîte, c'était très tard. Et je te jure, c'était un des moments où j'étais le plus bas dans ma vie. Et tu m'as attrapé dans tes bras et tu m'as dit, tu sais, la tristesse, faut savoir vivre avec. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Ça va mieux? Ouf. Il faut aller un petit peu moins sur Jackie et Michel. Mais non. Je vais faire un dessin pour Jackie et Michel. Ce que tu fais, c'est que tu fais le chemin tout droit. Tout droit, comme ça. Tout droit, tout droit. Là, tu te retrouves avec un deuxième rond-point. Tu verras déjà les lumières de la ville ici, qui t'indiqueront clairement que tu es tout proche, quoi. Donc, ce que moi, je te conseille de faire, redescends, ne pas aller par là. Tu arrives ici chez Jackie et Michel. Ce sont des amis à moi. Je n'ose pas l'envoyer à Jackie et Michel parce que ça me fait rire, mais j'ai fait un truc génial. Et alors déjà, c'est pour le film Saint-Amour qu'on vient de voir. Chaque année, on fait la route des vins, mais sans sortir du salon. Et chaque année, on change de route. Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. La performance que tu as délivrée dedans, je voulais savoir à quel point t'avais préparé le rôle, ou t'étais beurré, ou t'étais... Préparer le rôle avec Guy de l'épine, non. Je savais que papa allait être Gérard. Et ensuite, non, je crois que j'ai rien préparé du tout. Alors, la question que les gens vont se poser, c'est quel est mon degré d'ivresse dans le film? Non, je dirais plutôt de tristesse, moi. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai recommencé à boire. Mais la très bonne, c'est que je me suis rapproché de Bruno. Ah, de tristesse, si, Pour moi, elle est c'est profonde. pas un film sur l'alcool. Non, pas du tout, non. C'est plutôt sur la solitude. Ouais. La difficulté d'être un garçon de mon âge et de ne pas savoir communiquer, ni son désir, ni sa place dans la société. On a tourné 3 jours comment on appelle ça, la foire agricole, là. Ouais. Comment vous appelez ça en France? Vous appelez ça la foire agricole? Foire agricole, ouais, Ouais, selon l'agriculture. Ouais. Et on n'avait aucune permission. Donc, il faut imaginer, il y a 20 000 personnes. Et on décide de partir avec Gérard. Papa, j'ai 1 semaine de vacances par an. C'est tout ce qu'elle dit. On va la faire, ta route des vins, mon Bruno. Et on a fait ça sans aucun garde-fou. Donc, il faut imaginer, quand je dis pas de garde-fou, c'est-à-dire... c'est pas tant qu'il faille tu peux pas mettre des barrières pour séparer les acteurs. Non, t'es dedans. Alors, et le deuxième garde-fou, c'est que tout le monde te donne à boire. Tu vois? Tout le monde te propose à bouffer, à boire. Alors, t'imagines Gérard. Et il passe devant un stand, ou moi, c'est tout de suite, viens goûter notre truc, notre truc. Donc, la seule prépa, qui est à mon avis la meilleure que j'ai jamais pu avoir, c'est les 3 jours à la foire agricole. Et on avait dit, si ces 3 jours ne passent pas, si on n'y arrive pas, puisque c'est vraiment l'inconnu, hein, c'est à l'arraché. En sachant que les mecs sont de plus en plus bourrés à mesure que la journée avance et qu'il n'y a aucun endroit qui nous est mis à notre disposition pour se cacher ou pour discuter. Non, t'es avec les amateurs de la foire agricole. Et à mesure que la nuit avance, c'est l'apocalypse. Reconstruire Francis Cabrel-Bois comme un tout. Je reviens sur le fait que c'est pas du tout un film sur l'alcool, ni sur l'ivresse. Parce qu'il y a pour moi, t'as dedans la scène, une des plus belles scènes dans lesquelles je t'ai vu au cinéma, depuis que je te vois faire du cinéma, c'est quand t'es avec... Et pour moi, c'est la scène d'amour la plus triste que j'ai vue. C'est quand t'es avec une fille et que tu lui dis « dis-moi des mots d'amour, dis-moi des mots gentils pour qu'elle t'excite ». Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est... Il y a ça qui, moi, je trouve très triste aussi, et puis la fille qui fait semblant de ne pas te reconnaître. En fait, grosso merdo, mais on n'en a jamais parlé avec le réalisateur, il est puceau, quoi. Il est puceau à 50 ans, parce qu'il est maladroit. Et donc, je suis à côté de Vincent Lacoste, qui, lui, tu sens qu'il a déjà attrapé la moitié de la planète. Vous avez des mains magnifiques. Merci. Je peux les voir un peu? Et là, je vois que ça va être votre pause et que je vais vous raccompagner chez vous avec mon taxi. Vous allez être détendu. Et ce qu'il y a de plus tragique, c'est que même mon père qui essaye de m'aider à rencontrer une âme sœur, même les petites préfèrent mon père parce qu'il est plus rassurant. Moi, je suis comme un enfant égaré. C'est bon, ça. C'est fort. Charpenté, un peu comme vous. C'est gentil. Et vous, c'est comment votre nom? Vénus. Et ouais, mais même ça, c'était très émouvant à faire, quoi. Même quand mon père me parle, puis je fais un truc comme ça tout le temps, comme les petits garçons qui sont... Tu ne sais pas bien exprimer tes trucs, mais c'était drôle.
Mais qu'est-ce que tu vas chercher quand tu sors une scène comme ça? Tu sais, c'est un peu comme pour tout le monde. Tu dis, dis-moi quelque chose de gentil. Regarde, tu as commencé l'entretien en me disant quelque chose de gentil. Oui, mais tu m'as pas demandé. Non, je te pas parce que je ne demande plus. Sinon, je pense que ça doit être ça. C'est que tu te dis, ça m'aidera. Tu n'oses pas le demander, comme la majorité des gens. Tu vois. Tu te dis, j'aimerais tellement. Mais même dans la vie, tu sais, tu croises les gens le matin, tu te dis, il y a tellement c'est comme les dessins de Sampé. Moi, je suis un passionné des gens qui attendent aux arrêts de bus. Ça paraît ridicule. Je pense que ça vient de Sampé, mais je pourrais raconter une histoire rien qu'en regardant quelqu'un assis dans un arrêt de bus. Si tu me laisses 5 minutes, je regarde le type à l'arrêt de bus et je peux lui construire une vie parce qu'il y a quelque chose de tellement... comment dirais-je, pour répondre à ta question, il se dégage des gens qui attendent le bus. Tant de vie, chaque vie est différente, tu vois. Donc tu as un type qui est là, si tu regardes son sac, c'est presque de l'anthropologie ou de la sociologie si tu veux, mais tu regardes comment il a mis son sac, tu regardes qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il regarde pour faire passer le temps. On ne veut pas rester dans l'arrêt de bus. On sait qu'on y est parce que c'est un passage qui va nous amener à l'endroit où on voudrait rester et être en sécurité. Donc il y a quelque chose d'insécurisant dans l'arrêt de bus et pourtant tout le monde le prend tous les jours. Eh bien moi, voilà, pour répondre à ta question, je peux faire des séquences comme ça parce que j'ai vu des gens qui m'ont ému. C'est la galère avec les femmes, hein. Je me trompe? Non. Voilà, je m'invente des films en regardant les gens qui arrêtent le bus, c'est une manière de dire, mais c'est ça. Et je pense qu'il y a tellement, on a tant de vécu en nous, tant de choses qu'on se dit, ah, c'est pas facile quand même, mais on doit se construire une armure, quoi. Donc on se construit un être qui va vivre avec l'autre, avec d'autres êtres. Et l'arrêt de bus est un endroit, voilà. Donc pour répondre à ta question, c'est en observant des gens dans les arrêts de bus, ou à la gare, ou dans les stations des pompes à essence. On m'a demandé un jour, hein, donnez-moi une destination, c'était je crois un journal genre, je sais pas, une VSD, un truc comme ça, qui m'a demandé, je choisissais pour les vacances une destination. J'ai dit, je voudrais l'arrêt de bus, c'est pas un arrêt de bus, l'aire de stationnement, donc la pompe à essence, d'Asvilliers, qui se trouve entre Bruxelles et Paris. Alors les photographes, ça les fait chier, parce qu'en fait, normalement, tu vois, si j'avais dit les Maldives, bon, bah, ils vont chercher un crédit image, ils vont te chercher une pauvre photo des Maldives. Et alors là, le journal, il est super emmerdé, parce qu'il dit, merde, il a bien dit Asvilliers, quoi. Donc ils ont dû envoyer un photographe de VSD photographier la pompe la moins belle du monde. Donc il y a un mec, parce que j'ai rencontré une photographe qui m'a dit, à cause de toi, j'ai dû me taper aller-retour à Asvilliers, c'est impossible à photographier. Je dis, eh ben voilà, au moins tu auras fait quelque chose de bien, parce qu'un con qui photographie les Maldives, ça c'est Getty Images. Tandis que toi, au moins, crédit photo, Jacques Pougnier, tu vois. Je te disais je t'aime au début parce que je sens... Parce que tu vas me demander du fric. Pas du tout, pas du tout. tout. Il est toujours comme ça. Et je sais que je suis un peu comme ça, ça fait partie des mots les plus compliqués à encaisser quand on les entend. Oui, parce que c'est galvaudé. C'est pour ça que j'aime bien chez les Anglais, ils disent I like, I love. Et en ce moment, je tourne avec un Indien. Et je fais toujours très attention de dire I like you. Parce que je me dis, je ne sais pas si dans leur culture, dire I love you ne va pas les heurter. Donc je dis, alors faites très attention, je ne parle pas bien l'anglais, alors vraiment pas. Et chaque fois, je dis I love you, non, I like you, Prudence, Prudence. Et oui, c'est difficile à encaisser, t'as raison. Parce que c'est difficile, ouais. Mais en même temps, ça fait tellement de bien. C'est comme une poussée dans le dos, c'est interdit au vélo, aux cyclistes. Tu sais, quand tu montes le galibier, beaucoup de coureurs disent, ce qui est extraordinaire, quand ils sont poussés dans le dos, ils ne peuvent pas. Hein. Donc le coureur est obligé de dire non, non, non. Et en même temps, il dit pousse, pousse, pousse. Tu vois. Mais il ne faut pas qu'on entende pousse, pousse, pousse. Mais il faut savoir que le pousseur, même si on lui dit non, ça veut dire vas-y, vas-y, un peu comme une femme où tu te dis je te fais mal là. Tu vois, tu sais pas très bien, tu dis je te fais mal là ou tu te fais pas mal. Tu sais pas. Tu sais pas. Voilà, et là, c'est un peu pareil. Voilà. Tu préfères qu'on dise je t'aime ou j'aime ton travail? Ah non, je préfère que tu me dises je t'aime. Mon travail, non. Non, parce que je t'aime, c'est vraiment. Tu m'aimes bien en tant que tel, en dehors de mon travail, j'imagine. Pour moi, tu dégages quelque chose, et c'est pour ça que je tenais vraiment à être là.
Il y a des gens qui raisonnent en faire le bien, faire le mal. Oui. Et il y a des gens qui raisonnent en être bon. J'ai l'impression que ta quête dans la vie, c'est quelque chose j'ai envie qu'on se rappelle que je suis un gentil. Il y a quelque chose comme ça chez toi. Alors, je pense pas à l'idée de... J'ai envie qu'on se rappelle de... Mais bon, je suis élevé par une maman qui est extrêmement chrétienne. Hein. Et j'ai été élevé avec cette mise en garde depuis que je suis petit. Hein. Avec mon frère, ma mère disait « Amuse-toi le plus longtemps possible, amuse-toi ». J'ai perdu mon père assez jeune, mais ma mère m'a aimé pour deux. Comme elle disait, je vous aimerai pour deux. Et donc le seul critère que ma mère me donnait en disant c'est amuse-toi le plus longtemps possible parce que la jeunesse est courte et il faut s'amuser dans la vie parce que ça va... Bon, toi, t'écoutes toujours ça. Mais, donc il y avait bien un mais, ne fais de mal à personne. Voilà. Oui, mais tu as toujours envoyé une extrême bienveillance partout. Je ne comprends pas le principe de heurter quelqu'un. Pour moi, pour moi, c'est raté si tu as fait de la peine à quelqu'un. C'est pour ça qu'on me dit, tu peux dire toutes les saloperies, c'est comme Gérard, toutes les insanités, toutes les grossièretés du monde, mais je ne heurterai pas quelqu'un. Je ne serais pas... Non, je pense pas. En plus, je ne comprends pas. Donc voilà. C'est pour ça que je n'aime pas non plus l'humour qui fait du mal, qui se sert de quelque chose... Non, c'est pas dans ma nature, et ça, c'est ma mère. Parce que même quand on revient à cette arrivée près de chez vous, c'était un humour qui était violent. Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein! Et on s'en prenait au cinéma, Mais voilà. on s'en prenait à la télévision, on s'en prenait aux gens qui, justement, utilisaient les gens de la rue dans ce qu'ils avaient de plus fragile. Quand on a fait cette arrivée, avec Rémi et André, ce que nous, on voulait mettre en avant, avec nos maigres ambitions, avec notre jeune âge, c'est que déjà apparaissait la télé-réalité, apparaissait d'aller filmer n'importe quel imbécile qui prend la parole et qu'on rend ridicule. Tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois, et alors il a tendance à remonter à la surface. Moi, je peux rendre n'importe qui ridicule, hein, pour peu que j'ai un montage. N'importe qui. Je peux t'assurer que je prends un truc, je vais le monter, je le monte comme j'ai envie, et je le fais parler. Je le fais parler, je prends ce qui m'intéresse. Et là, je te fais passer pour un con dans n'importe quelle condition. Donc, nous, déjà, à l'époque, ça nous heurtait. Qu'est-ce qui te heurte aujourd'hui à la télé? Ah, je regarde plus la télévision, et c'est pas du tout une pause. Je regarde pas. C'est tout le contraire de ce que je t'ai dit. Tu vois, par exemple, d'observer quelqu'un en arrêt de bus. La télévision ne cesse de nous parle déjà comme si on avait 2 ans d'âge mental. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, ce n'est que des choses qui sont liées à des choses qui sont données à voir immédiatement. Donc, il n'y a pas de ce moment où tu te dis mais qu'est-ce qu'il peut bien penser qu'est-ce qui a bien pu arriver dans la journée pour qu'il ait l'air si triste ou qu'il ait l'air si heureux? Pourquoi? La télévision, c'est tout, c'est la mort de l'imagination. Donc tu regardes ça, alors après, même le discours est complètement délitéré. Il n'y a plus rien, parce qu'il y a des éléments de langage, il y a des formules, il y a des codes de discussion. Donc un forum de discussion à la télévision, je n'en connais aucun. Qu'on ne me dise pas qu'il y a des forums de débat. Tu dis, je n'en connais pas, même ça, c'est codifié. Il y a un imbécile au milieu qui dit, bon, alors attendez, on va vous écouter vous, voilà, vous écoutez vous maintenant. Oui, très bien, ça c'est bien ce que vous avez dit. Et oui, c'est bien, applaudissez-le parce que c'est très sympa. Ça, c'est très bien ce qu'il a dit. Toi, c'est pas bien, vilain, t'en que je suis vilain. Puis il y a ce mec qui est là, juste parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, donc faut qu'il... Voilà, ce qu'on entretient, ce ne sont que des éléments de langage. Ça, c'est pas gentil. Tout est simplifié, alors que dans la vie, j'en reviens à mon arrêt de bus, c'est beaucoup plus complexe. Tu te dis, est-ce que même la pire des crapules, la pire des ordures, avant d'entrer en prison, est-ce qu'il n'a pas un tout petit geste où tu te dis, si tu ne sais pas que c'est une crapule, il a cette espèce de coquetterie de se recoiffer alors qu'il va passer dans le tribunal, il va prendre 40 ans à perpète, mais il aura quand même une petite coquetterie de faire... Voilà. Et la télévision, c'est tout sauf ça. Voilà. Moi, je dis, je suis très ému par les gens que je croise en train de se regarder dans un miroir. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre du « Oh, tu m'as vu en train de... » Voilà. Ce petit moment où on ne peut pas s'empêcher de croiser quelqu'un qui se croise, que tu es pris en flagrant délit, dans le regard de l'autre, tu sais, tu l'as vu? Il y a cette espèce d'abandon, de peur, de « Oh, j'aurais préféré ne pas être vu, que tu vois que je suis en train de... » Ce manque d'assurance, parce que c'est ça, ou de confirmation, je parle pas de l'abruti, je parle de cette espèce de « Oh, tu m'as vu en train de me recoiffer ?» Le moment où le moi intercepte le moi. Voilà. Et c'est extrêmement émouvant chez
chez une jeune femme, chez une jeune fille. Ça l'est encore bien davantage chez un garçon où tu te dis, oh, il essaie d'être viril, mais comme un petit pourri. Ça va, je suis bien aussi ou pas? Ou les gens qui font, ils ont un gros ventre, qui relèvent parce que sinon ça te donne des épaules. Tu te dis, ah, t'es un peu seul, quoi, tu te dis. Ça m'émeut. Donc la télévision, pour moi, il n'y a pas ça, quoi. Tout le monde brille. Tu vas plus non plus? Non, j'y vais plus, non. Quasi plus, non. Avant, t'étais toutes les fêtes, toutes les émissions? Ouais, j'en ai fait énormément, parce qu'à un moment, ça m'amusait, l'idée de la performance. Tu peux pas faire une question plus simple? Ici, de la mariage en jeu, qu'est-ce que vous faites à Kian? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Personne n'a rien compris. Vous avez compris quelque chose à sa question? De voir ton travail sur striptease, il y a toujours cette volonté de mixer documentaire et fiction. Ouais, ici, en plus, ici, c'était une vraie fiction. Avec des moyens. Mais complètement con, si vous voulez. En plus, ça m'amusait vraiment, hein, de voir comment ça marchait, de dire je peux dire n'importe quoi, je peux m'approcher de la caméra, je peux, si je veux, je renverse un seau de nouilles sur ma tête, et ça va être marrant, un peu comme quand tu vas dans les premières soirées où on mange sans couvert. On renverse le spaghetti sur la table. Puis à un moment, je dis bon, ça va, j'ai compris, il y a très vite le singe du plateau, et puis et c'est quand j'ai commencé à comprendre qu'on me dit compte sur toi, un gros. Fous-nous un petit peu la patate là-dedans. Ça, c'est déprimant. Dès que j'ai dit, ah non, ne me demandez pas de foutre la patate, quoi. Je me rappellerai toute ma vie. C'était un débat juste avant moi. C'était 2 jeunes filles qui étaient catholiques et qui avaient décidé de se convertir à la religion musulmane. Et sujet, alors déjà, je te parle de ça il y a 10 ans, d'accord? Donc déjà, un sujet, tu te dis... Alors, t'avais Tariq Ramadan, je sais plus qui était là. Je tiens à insister sur le fait qu'on a commencé à apprendre l'islam après avoir commencé à le pratiquer. Mais qu'est-ce que tu foutais là? Parce que c'était ce qu'on appelle les émissions... regarde, c'est la même chose encore maintenant. Hein. Si ce n'est que les gueules ont changé, mais c'est pareil. Et moi, je passais en 2e invité pour présenter Monsieur Manhattan. Si la fin du monde se présente à vous, autant repartir sur des bases solides. J'ai dit, je ne ferai qu'une seule télé, c'était Ardisson, pour ne pas le nommer, voilà, c'était chez lui. On te fait beaucoup boire. Beaucoup boire. Alors, surtout ce qu'on appelle les bons clients. Donc je bois, et puis alors j'entends une espèce de pression permanente, parce qu'on te laisse dans une pièce isolée, et tout ce que tu entends comme phrase, c'est, au début de soirée, il est en train de nous faire exploser. Enfin, Ben, on compte sur toi hein, pour nous réveiller tout ça. Eh bien ce jour-là, j'ai dit, c'est fini. Je ne ferai plus ça. Donc je suis allé sur ce plateau, et la première question qu'il m'a posée, c'est est-ce que la culotte de la princesse est aussi, je crois, une question grossière, un truc vraiment grossier? Parce que j'étais ami avec Lucille Corot, je suis toujours. Imaginez-vous que la télévision, c'est comme un repas. C'est comme si vous m'invitiez à dîner chez vous, je ne vous connais pas. Et la première question que vous me posez à table, est-ce que la culotte de ta femme a la couleur de la merde ou du sang? Personnellement, je me lève de table et je m'en vais. Mais à la télé, on ne peut pas se lever. Donc j'ai arrêté de faire des télés, c'est pas à cause de lui. Et c'était une suite de choses, voilà. Qui fait que mais je n'en veux pas aux gens qui le font, je n'en veux pas aux gens qui la regardent. Ça m'est égal. Tu sais, la télévision, il faut arrêter de cracher dessus. T'as qu'à pas l'allumer. Hein. Moi, je l'allume pas, et puis voilà, c'est réglé. Hein. Je reviens sur cette arrivée parce que j'avais vu un reportage sur toi à la télévision. Ouais, ça, le mouvement de... Je te dégoûte. Hein. Excusez-moi, mais tu me dégoûtes. Écoute, je t'écoute depuis le début, mais tu me dégoûtes. Je vous coupe parce que vous êtes dégoûtant. Je vous supporte pas, alors je peux pas faire mon métier. J'ai pas fait autant d'études pour écouter ce genre de saloperie. Merci, je suis désolé. Non, je reviens sur cette arrivée. Il y avait un reportage sur M6, soirée spéciale Benoît Poelvoorde. Quelle est l'histoire de cet acteur surdoué que la comédie rend si mélancolique? C'est comme une sorte de une vie, un destin, comme si j'étais déjà mort. Mais ouais, j'étais là, mais le mec mérite pas ça. Passez-lui un coup de fil si vous voulez des nouvelles, quoi. Non, mais j'ai été je vais le revivre encore là maintenant. J'ai rencontré le réalisateur qui n'était pas un mauvais garçon, oh là là, loin de là. Et puis il est venu me voir en m'expliquant qu'M6 allait faire des portraits pour l'été de certains acteurs et qu'ils ont donné le libre choix au réalisateur de choisir la personne qu'il voulait suivre. Je crois qu'il y avait Sophie Marceau, je ne sais plus quelles étaient. En tout cas, j'en faisais partie et comme ce garçon m'aimait bien, ça j'en suis certain, il dit je vous ai choisi vous. Alors moi, mon premier réflexe c'est de dire non. Je n'ai pas envie de parler de moi, ni de ma vie, ni de quoi que ça, mais vous n'avez pas le choix. Soit vous le faites avec nous, soit on fera sans vous. Ils l'ont fait sans toi. Non. Il dit, alors, le garçon, très gentil, il m'a dit,
vous pouvez ne pas m'aider. Il me dit, vous pouvez pourrir mon boulot. J'ai rien à cacher, donc... Après, qu'est-ce que tu veux que je dise? Si je dis non, tu dis, je vous interdis? Non. Ça va encore être pire, parce qu'on va dire, pourquoi il veut interdire une émission sur lui? J'en ai strictement rien à foutre. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur moi. Donc après, je me suis servi de quoi? Je me suis servi de cette émission pour dire que je vais présenter au moins une personne que j'aime. Le comédien nous emmène chez son idole, presque son maître à penser. C'est un dessinateur de BD bien connu des spécialistes, Daniel Gossens. Daniel Gossens qui apparaît 1 minute 5 dans le truc, alors que j'aurais... Après, je me suis rattrapé, puisque j'ai fait un truc moi-même pour pouvoir présenter Daniel Gossens. Et j'ai la même chose maintenant. J'ai une journaliste qui est venue me voir il y a 3 ans, et qui me dit, je veux écrire un livre sur vous. J'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. Mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc j'ai appelé mon agent, je lui ai dit honnêtement, je ne veux pas qu'on fasse un livre sur moi. Et elle dit, tu n'as pas le choix. S'ils veulent le faire, ils le font. Donc là, cette fois-ci, j'ai dit, non, je ne vous aiderai pas. Si je commence à parler de ce livre, c'est lui faire plus... J'ai rien contre, rien pour. Mais je me retrouve confronté à mon âge, je sens le sapin, quoi. Je commence à sentir le sapin. Mais non, je pense pas que la déduction, c'est tu sens le sapin. Je pense que tu deviens hors norme dans une société qui est de plus en plus normée, ou normative. Oui, mais je ne crois pas qu'en faisant un livre comme celui-là, tu vois, si je voulais, si j'avais l'ambition d'écrire quelque chose sur moi, ce qui ne me viendrait mais jamais à l'esprit. J'ai même fait M. Manhattan en expliquant qu'en vieillissant, les gens souffrent de mégalomanie, de espèce de boursouflure de l'ego. Trouble de la personnalité, démagogie galopante, surévaluation de l'ego qui se manifeste le plus souvent par une furieuse envie d'écrire un livre, une bibliographie ou de sortir un album. Mais quand bien même, si je veux le faire, je ne le prendrai en aucun cas sous cet axe. C'est ce que j'ai dit à la fille, vous voulez pas plutôt qu'on fasse des fausses confessions où les gens doivent s'amuser à se dire le vrai du faux. Et au moins, tu peux t'amuser à écrire un texte où tu te dis, parce qu'on me l'a proposé 4-5 fois d'écrire un livre sur moi. Moi, je vais bien si je trouve quelqu'un d'assez courageux que pour dire, ça c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu vois, comme le journal d'un con. Tu as déjà lu le journal d'un vieux con de Topor? Totalement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, après on rigole, tu te dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc moi, ça m'amuserait plus de savoir, on ne sait pas où est le lard du cochon. De créer des fausses anecdotes de fausses anecdotes, rockstars, voilà. Il a rencontré, j'ai rencontré... Alors, je vais parler, par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Vous ferez répondre après si c'est vrai ou pas vrai. Right? J'ai joué à un jeu de société avec Leonardo DiCaprio dans un hôtel à Paris qui s'appelle un jeu, le nom du jeu, Détective. Donc le mec se met au milieu d'une pièce avec un petit ticket. Et tout le monde, il y en a un qui a un ticket voleur, pas voleur, voilà. Et il y a un détective qui cherche. Et ça a duré 3h30. Et j'ai joué à détective. Nous n'avons pas bu d'alcool, nous n'avons rien fait d'autre que de jouer à un jeu stupide dans un hôtel français, très grand hôtel, avec des gardes du corps partout. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y avait des amis ou juste lui et toi? Il y avait d'autres gens qui jouaient, oui. Que tu connaissais? Que je connaissais, oui. Français? Français. Du milieu? Je peux pas te donner plus d'indices que c'est vrai ou pas vrai. C'est vrai. Mais à côté de ça, je pourrais te dire, j'ai passé une soirée avec le Dalai Lama. Ah bon? Ouais, dans le même train. Est-ce Un que train c'est de vrai nuit? ou pas vrai? Un train de nuit, ouais. Couchette? Non, je n'ai jamais su s'il avait une couchette ou pas. Mais en tout cas, oui, on a passé une demi-heure dans un restaurant. Je pense que c'est possible. Tu vois, là, au moins le livre aurait la peine. Ça vaudrait la peine d'être lu. J'en ai plein comme ça. Au moins plus que de dire, il est né là, il a perdu son papa très jeune, il a gna 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 gna, et là, il a sa descente aux enfers, et là, il remonte, ça, c'est sa dépression, gna 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 gna. Tu vois? Mais ça doit être tellement casse-couille à vivre. Non, c'est à toi de te protéger. Une fois que tu décides... Comment tu te protèges de tout ça? Bah, je ne donne pas de suite. Tu vois, bon, le bouquin, il y en a un autre qui a utilisé tous mes interviews depuis 20 ans. Quel est l'intérêt de relire des interviews? Si tu veux le faire, ça s'appelle un je sais pas qu'on appelle ça, un bibliothécaire. Un scribe. Un scribe. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Il a fait ça, donc il vend son bouquin, il met une photo de moi, et puis il dit 20 ans d'interview avec Poulvord. Moi j'appelle ça un paresseux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça m'est égal, je ne vais pas lutter contre, je ne touche pas l'argent, j'en ai rien à foutre. Strictement rien à foutre. Après, c'est pour le spectateur, pour les gens qui nous voient, qui nous écoutent. Il faut être sûr de se dire, tu vois, c'est pas moi qui vais aller dans C'est à vous ou à Canal pour dire, voilà, ça c'est la somme définitive de mes pensées, de ce que je pense, de ce qui se passe maintenant. Et ça, attention, ça va trembler. Hein. Imagine-toi, au 19e siècle, il y en a eu une pétée de gens qui arrivent avec un bouquin et qui disent, tiens, vas-y, ouvre-le.
attention, c'est un brûlot. J'ai fait Monsieur Manhattan, 1500 blagues et revues dans la Pléiade. Si c'était pas une manière déjà de dire, le nombre de crétins qui écrivent et qui feraient mieux de la fermer. Combien il gagne? Regarde ce que tu gagnes dans le... Non, je vous en prie. Non, ne faites pas ça, c'est parfaitement interdit. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est illégal. Je crois pas qu'il y a des gens beaucoup plus sérieux qui parlent comme ça, quand même. Franchement, je ne regarde plus la télé. Tu vois des gens où tu dis, mais t'es effrayé de la prétention. J'ai vu un jour un acteur, je sais pas ce qu'il avait fait, il doit être très jeune, parce que je ne l'avais jamais vu. Mais ce mec vient de faire un film, il a déjà écrit un livre sur « J'ai été adopté à 2 ans ». Comment tu peux être déjà si sûr que les gens veulent savoir pourquoi tu as réussi à devenir acteur? Prends du temps quand même. Tu vas peut-être te tromper. Mais comment le type peut s'asseoir à 22 ans en train de dire... Et c'est vrai qu'elle n'a pas été facile, ma vie. Oh non, il y a eu des soubresauts. Et ma mère me disait souvent, fais attention, Joachim, tu vas trop vite. Et c'est vrai que j'allais vite. Là, vous avez lu le chapitre sur la vitesse? Ouais. C'est ça. Et t'as envie de les flinguer, tu dis, mais ferme ta gueule. Ferme-la, mais tais-toi. Voilà. S'il te plaît, par respect pour les autres, je ne sais pas, tais-toi. Et tu devrais avoir honte. Alors voilà pourquoi je ne regarde plus la télé. Et les chaînes d'infos en continu? Ah non, pour moi, la chaîne d'infos en continu, c'est l'abolition, enfin, c'est la fin de la réflexion. Je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de site, je n'ai pas de tout ça. Alors je ne suis pas comme Finkielkraut, je ne suis pas totalement hermétique. Je garde un ordinateur pour aller sur les sites pornographiques. Et ça, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de recherches. Et vraiment, ça s'améliore de jour en jour et c'est gratuit. Ce serait dommage de payer alors que c'est gratos. Bon, ça, je trouve ça quand même... Ça, c'est une belle découverte, la pornographie dans l'Internet. Je me mets à la place de tous les gens qui... Si j'avais eu ça à 16 ans, à mon avis, je ne serais devenu rien du tout. Ou peut-être le type au plus gros poignet de la Terre. L'homme le plus habile de ses 10 doigts. Comment tu fais ça, Robin? Dieu merci, j'avais encore des vieux magazines où on stabilo-bossait... tu vois, les organes. Et sinon, non, je ne comprends pas. Donc, ce qui, moi, alors, je vais te donner le truc. La presse en continu, c'est pour moi, je prends l'autre contre-pied, c'est une phrase en moins de 130... 140 caractères. Voilà. Donc, les gens ne se rendent plus compte des conséquences des mots. Donc, on diffuse en continu, on s'en fout, c'est une sorte de soupe dégueulasse. En plus, on demande aux gens de lire en même temps qu'un autre parle. On s'en branle. Et on se prend du choc en permanence. Voilà, et pendant ce temps-là, tu sais quoi, pendant que tu parles, là, je vais annoncer que 4 enfants sont morts. Ouais, bah ouais, c'est vrai, 4 enfants sont morts. Et on s'en branle carrément ce qu'il raconte. Et puis la bonne femme repose sa question, et on n'a rien. C'est néant. C'est-à-dire, là, on est devant... Il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, si ce n'est l'information... Moi, je peux écouter la télé, mais la regarder, non. Moi, là, si tu veux t'endormir, tu écoutes la télé. Regarde, par exemple, Faites entrer l'accusé. Nadir Sedrati, qu'on a aussi appelé le dépeceur du canal. Je suis un fan de Faites entrer l'accusé. Et tu l'écoutes comme l'émission Monsieur X? Exactement. Et en Monsieur X, j'aime énormément, parce que j'aime bien... Tu les as déjà vus, les deux protagonistes? Oui. Enfin, donc, j'aime bien parce qu'ils ont leur texte, et il y en a un qui chevauche un peu sur... Attention. On est les seuls à les avoir reçus. Bien sûr, c'est vrai. Je sais que sur Internet, une des émissions qui fait le plus de vues, c'est celle sur le LSD, où on apprend qu'en fait, la mise en service du LSD aurait bénéficié à des gouvernements. Je suis fan absolu de cette émission. Mais c'est comme moi. Faites entrer l'accusé, tu n'as pas besoin de regarder les images. Ça y est, ça commence, c'est long, 1h20. Il y a des phrases extraordinaires, quand même. Des phrases où tu dis, mais où est-ce qu'il est allé chercher cette phrase? Au début, les policiers croient qu'il n'y a qu'une seule victime. Mais après comptage, ils se retrouvent avec 3 rotules, 3 genoux. Il y a donc au moins 2 morts. Quand je suis un petit peu déprimé, hop, je vais mettre le boucher de machin, le dépeceur de... Et puis ça commence toujours de la même manière, puis je commence à m'endormir comme un bébé. Le travail des médecins légistes, des experts chimistes et des généticiens a pesé aussi lourd que celui des policiers. C'est le néant. À l'image, là, on est déjà tous d'accord pour dire ne regarde pas, faites entrer l'accusé. Alors je pense qu'ils dépensent énormément de budget à ce que ça ait de la gueule par rapport à toutes les autres émissions de faits divers. Ça a de la gueule quand même, ils essayent de faire attention. Mais tu t'en fous. Donc déjà, la télé prouve par A plus B que tu n'as plus besoin de la regarder, l'image. Tu peux te contenter largement du son. Et je te parle pas du nombre de films où tu peux dire, moi, donnez-moi juste la bande-son, hein, c'est bon. Hein. Ça nous coûterait moins cher. C'est 20 € le DVD, 3 € la bande-son. Bon, fais-moi la bande-son, les images, je m'en fous.
Je connais le réalisateur pour faire ça. File-moi la bande-son. Et le Twitter, là, 130 mots pour dire quelque chose, je dis, enfin, ça va à l'encontre de... Donc les gens... En plus, ça a des conséquences, les mots. Les gens ne donnent plus d'importance aux mots. Alors c'est tellement fondamental de se dire, c'est pas un mot pour un autre. Alors peut-être pour 2 ou 3, on va dire, exceptions, les gens balancent comme ça. Alors que dans la vie, tu dois faire attention, tu dis pas n'importe quoi. Sauf si tu es dans une circonstance où tu dis, oh, je veux dire n'importe quoi. Dans un carnaval, par exemple. Tu vois, bon, personne t'en voudra dans une fête de carnaval d'avoir dit, hé, gros lard, bouge ton cul. Mais bon, si en Twitter t'écris, hé, gros lard, bouge ton cul, je veux ma chope. Enfin, tous les mots ont des conséquences, même un écrivain, mais parfois 2 ans à trouver un titre. Toi, t'es là avec ta phrase à la merde, et tu fais du mal à plein de gens, ou tu n'en fais pas, ou tu fous le bordel, et les gens réagissent sur des non-événements, des épiphénomènes. Tu dis, tout le monde s'en fout de savoir si t'aimes bien le ballon. Mais c'est le problème, hein. Il y a un mot que tu as dit tout à l'heure qui est comme symptomatique de l'époque, c'est le bruit. Le bruit, oui, le bruit, le bruit, le bruit. Oui, et les ingé-sons, ils te diront comment est-ce qu'on fait pour... Comment fait-on pour installer une chaîne? Il y avait des gens qui avaient des téléviseurs comme des mouchoirs de poche, mais en revanche, ils avaient des installations sonores. Putain, t'entendais là-bas la feuille du pommier qui tombait, alors que le gars est en train de parler. T'as entendu, chérie? L'écran comme ça. De quoi? Ah bah, on entend la pomme. On a entendu tomber la pomme. Ou la porte qui fait... Incroyable, ce truc-là. Alors que ton écran est minuscule. On a tardé à agrandir les images, alors qu'on a pété dans le son. Quand tu dois localiser tes sons, le vendeur, il vient, parce que c'est tout un art, hein, il fait... Et maintenant, nous allons balancer le bruit rose. Donc, tu appuies. Eh bien, pour moi, c'est ça le bruit. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans une époque où tout le monde, ce qui est logique, s'exprime. Donc c'est ça qui fait le plus terrible. Donc les gens s'expriment partout. C'est du bruit rose partout pour savoir où est-ce que je me situe par rapport au bruit des autres. Parce que c'est ça, à un moment, les gens disent, mais pourquoi tu cries? Parce que moi, on est toujours, pourquoi tu portes tout le temps la voix? Je dis, pas pour être entendu, pour qu'on ne m'entende pas. Je te jure que c'est vrai. Mais t'es bien obligé à un moment de crier, parce qu'il y a tellement de bruit partout. Alors quand je parle de bruit, c'est une image. T'as une colère là, si tu veux, t'as une colère là, t'as une revendication là, t'as un désespoir là, et voilà. Et comme on veut tout le temps nous faire croire que nous devons tous les mélanger, ces désespoirs, ces bruits, pour qu'on puisse avoir une stéréo magique, la stéréo de l'humanité, où on est capable d'entendre tout le monde, de répondre à tout, et qu'à ce moment-là, ça nous donnera un espace d'écoute serein pour regarder les images. Eh bien, j'appelle le bruit rose tout ce qui m'entoure, qui n'est pas lié au fait de la peine ou de ça, parce que c'est pas de ça qu'on t'intéresse. Le bruit rose, pourquoi ça fait... Il aurait pu mettre bonbon. Non, mais sinon, pour le bruit, j'ai d'autres avis, mais ça ne concerne pas que le bruit, ça concerne la musique. Mais dis-moi. Je hais les endroits publics où il y a de la musique. Mais je connais un ami qui est beaucoup plus excessif que moi. Xavier Beauvois. Un jour, je vais dans une pompe à essence avec lui. Et tu sais ce qu'il fait, Xavier? Il a une pince, je ne vais pas citer la main. Monseigneur Lederman, j'ai cité. Il coupe, il trouve le fil et il coupe. Ah, je le kiffe. Ah, je te jure qu'il le coupe. Mais je l'aime. Il cherche le fil. Je dis, on se fait repérer. Bon, le temps que le gars dise, il coupe, je l'ai vu. Il prend son Lederman et il me dit, il est où le baf? Putain, plus de musique dans une aile du restaurant. Et je dis, on n'a quand même pas intérêt à traîner. Mais le pire truc qui a été inventé aussi, c'est la musique qu'ils appellent la musique lounge. C'est de la musique qui est censée te détendre quand tu parles, alors que c'est que de la... Ouais, mais en revanche, si on réfléchit aux mots, c'est de la musique qu'on doit écouter dans un couloir du lounge. Donc le lounge, c'est l'endroit où tu ne restes pas. C'est-à-dire c'est un endroit où c'est aussi triste que le réceptionniste seul... Il y a des gens qui achètent des CD, là. Oui, je sais, pareil, ouais. Boudabar, le Cost... Ils ont fait, je crois, des dizaines de compiles de musique de merde. Parce
c'est même pas musique d'ascenseur, c'est de la musique de merde. C'est que tu dis rien, le bruit permanent. Tu te demandes même, parce que moi je me suis souvent posé la question. Parfois t'as des choristes. Il y a bien des mecs qui sont mis en studio, quoi. Pour faire de la musique là, oui, mais je crois qu'il y a des ordinateurs qui sont capables de refaire la merde. Tu connais cette blague belge? Je vous la fais courte. C'est un type qui croit dans de ses copains qui a vraiment très bien réussi. Et alors il lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Mon vieux, je suis tombé sur une aubaine. Je ramasse la merde de tout le pays, hein, avec des camions entiers. Je la déverse. Là, j'ai mon usine qui traite. Et tiens, viens voir, il vient visiter l'usine. Tu vois, traitement de la merde. Dac, et j'en fais du beurre. Il dit, tu déconnes, mais viens, tu vas voir. Là, on va au salon de dégustation. Hop, tiens, prends un petit pain poilin. Hop, ils prennent un petit pain poilin, puis en effet sort une mode de beurre, mais magnifique. Alors, ils ont visité les cuves à merde, tu vois, sorties de stade de foot, tout. Et là, petit pain, mais magnifique. Il prend un petit pain poilin bien grillé, tu vois. Et puis le mec mort. C'est bon, extra, hein. Mais ça sent quand même un peu la merde. Bon. Ça. C'est de la merde. Et le lunch, bah ouais, je tuerais pour le lunch. Je serais capable d'abattre. Je suis capable d'abattre. J'essaie d'imaginer quelqu'un qui vienne. J'ai une... Fais-toi un disque, hein, parce que j'ai tout en lunch. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je crois qu'il n'y a même pas de titre, c'est juste des numéros. Ce serait intéressant de rencontrer tout de même. Je voudrais quand même pas médire, mais un type qui vraiment ça intéresse, quoi. Pas en tant qu'auditeur. En tant que producteur, si, je peux encore les imaginer, se dire, on en sort 22, ils sont foutus de reconnaître les morceaux. Mais celui qui le fait par plaisir, quoi, avec le... Et le journaliste spécialisé là-dedans? Oui. En général, ils sont quasi chauves, transpirants, très seuls avec une besace. Je t'ai fait écouter Randa Randaton. J'imagine que ça va être bien. Écoute la piste 2. C'est une pure merveille. Tu mets la piste. Et je te parle pas des voleurs qui samplent et tout. Non, ça, je pense que si tu veux me faire souffrir, tu m'enfermes dans une pièce pendant une journée avec une compile Bouddha-Bar. Et c'est quoi la musique qui te fait du bien? Le jazz, moi, je suis un fou du jazz. Évidemment, ça fait très élitiste, ça fait très... regardez comme je suis malin. Mais non, j'ai toujours aimé... J'ai aimé beaucoup de rock. Mais le rock vient... c'est jamais qu'une espèce de... Enfin, c'est un peu comme un enfant borgne du jazz. Donc, et après, j'ai écouté beaucoup de rock. Et du rock, je suis retourné au blues. Du blues que j'avais déjà découvert avant le rock. Et du blues, je suis retourné au jazz. Et maintenant, je n'écoute que du jazz. Je n'écoute que ça. Et en plus, je trouve qu'il y a de plus proche... Alors là, je vais te faire une grande phrase, puisque c'est la dernière question, qui se rapproche du jeu de l'acteur. Parce que le jazz, c'est vraiment ça. C'est une partition qui évolue, qui... Voilà, et qu'en plus, quand tu fais un set, tu peux jouer... J'étais voir un groupe il y a 2 jours, et tu partages, même s'il y a une partition qui est écrite, un set de jazz, tu ne peux pas jouer avec un autre type, tu prends n'importe quel, que ce soit des duos, tout ça, si l'autre n'est pas réceptif. Donc ses meilleures improvisations, son meilleur travail, même s'il aura toujours des bases, on va dire des trucs de sécurité, il le fera si l'autre en face... Il dit, putain, tu m'as fait monter là, tu m'as fait monter là. Et la rythmique, c'est quand même fondamental chez un acteur. Avoir de la rythmique, c'est... Il y a des gens, je peux dire, arrête le métier, tu n'as aucun sens de rythme. Et toi, il paraît que ton tempo, tu le tiens de ta maman. Ouais, mais ça, c'est... Dieu m'a protégé. Dieu m'a donné une mère exemplaire. Ouais. On embrasse toutes les mamans. J'embrasse en particulier la tienne, la mienne, la tienne, la tienne, la tienne, la tienne.